parfait. Donc, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle qui s'appelle les webinaires du leadership, qui vise à explorer différentes facettes du leadership à travers différentes expertises. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir François Elion sur cet écran, qui est à la fois le directeur de Dantros. Dantros, c'est une société de formation spécialisée dans la formation des dirigeants et le coaching. Et François fait également des conférences sur le sujet. Et François Elion explore depuis 30 ans les mécanismes du charisme, ce qui en fait sans doute le meilleur spécialiste français. Il s'y intéresse aussi bien dans l'univers de la politique que dans l'univers de l'entreprise ou des organisations au sens large. Et c'est comme charisme et leadership sont souvent très liés, on parle de leadership charismatique, mais est-ce le seul leadership possible? Je lui ai demandé d'intervenir et de nous livrer les secrets du charisme, parce que une chose que m'avait affirmé François il y a quelques années, c'est on ne naît pas charismatique, on le devient. Donc, je compte sur toi pour nous expliquer comment devenir enfin charismatique et nous donner un éclairage sur les liens entre charisme et leadership. François, j'ai le plaisir de te donner la parole. Ah, superbe donné. C'est un mot-clé pour le charisme, le don. Les stratégies du don dans les deux sens d'ailleurs, recevoir des dons exceptionnels et puis savoir les redonner à son entourage. Merci à toi de me donner l'occasion à chaque fois d'essayer de renouveler ma pensée sur cette question complexe et un peu magique. Et puis merci aussi à vous d'être présent sur cette téléconférence. Alors, je vais essayer François, juste si tu pouvais un tout petit peu éloigner ton ordinateur de manière qu'on ait la totalité de ton visage rayonnant à l'écran, ce sera encore mieux. Voilà, parfait. Parce qu'il manquait un petit bout, j'étais frustré. On fait un peu vieux couple là, mais bon. Mais rayonnement, pourquoi pas dans le charisme. Alors, je vais essayer de suivre le plan et pardonnez-moi si jamais je ne tiens pas mon engagement. Je vais vous dire, c'est comme les politiques d'aujourd'hui. Alors que tenir ses engagements, c'est très important dans le charisme. Peu de promesses, mais les tenir jusqu'au bout. Alors, première idée dans le plan que je vous ai proposé, les 3 fondements du charisme. Il y a d'abord, comme premier fondement, et peut-être le plus important, la notion de puissance. La puissance, la force, c'est quelque chose qui en soi est attirant et on voit comment régulièrement beaucoup d'intellectuels sont fascinés par des personnalités un peu écrasantes. Je pense les Sartriens et d'autres, avec Castro, avec Mao. Comment même des gens assez fins dans leur tête finissent par avoir une espèce de subordination au magnétisme quasi corporel de certains tribuns. Donc, c'est difficile d'être charismatique si on ne déploie pas une forme de force, de puissance. En tout cas, qu'on n'ait pas honte de ce déploiement. Mais la puissance a des effets pervers. On voit bien qu'il y a des faces sombres de la puissance, et d'ailleurs du charisme qui s'en nourrit. Et donc, ça ne suffit pas, la puissance. On peut être un tyran sans être charismatique. Cette puissance est intéressante si elle devient magnétique. À la fois, elle nous impressionne, et à la fois, on sent qu'elle peut nous être bénéfique. Donc, cette puissance, pour qu'elle soit acceptable, eh bien, doit être alternative. Paradoxalement, il faut qu'elle se nourrisse de temps faibles. C'est une dialectique, le charisme. Il y a des temps forts, des temps faibles, comme le magnétisme, l'électricité se nourrit aussi de dipôles et de pôles contradictoires. Il y a une alternance dans des contradictions, et que paradoxalement, la force, la puissance doit savoir se nourrir de temps faibles, qu'on appelle ça des traversées du désert, des vulnérabilités, des moments de solitude, des moments de retrait. Donc, une puissance qui fait magnétisme, mais Dieu, cette notion de contraste, j'aime beaucoup cette phrase du général de Gaulle dans le fil de l'épée, le magnétisme vient du contraste entre la puissance intérieure et la maîtrise de soi. Il y a du débordement et puis il y a de l'autocontrainte. Et troisième idée, après cette force acceptable parce qu'elle est alternée par des temps faibles, il y a aussi la notion du contexte. Je crois que le charisme est une très grande intelligence situationnelle. Les charismatiques donnent toujours l'impression qu'ils sont magiques, ils sont à nul autre pareil, mais ils ont une intelligence du contexte à la fois dans le temps, le bon moment,
quand y aller. Et souvent d'ailleurs, ils ont un retard à l'allumage. Même ceux qui sont précoces ne se voyaient pas charismatiques forcément d'entrée de jeu. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Donc le kéros, comme disaient les Grecs, le bon moment, après souvent un temps de latence, de méditation, d'humilité, où souvent on se nourrit de grands modèles. Et puis après, il y a une fulgurance dans l'action, des temps faibles, des temps forts. Et aussi contextué dans l'espace. On croit souvent que les charismatiques sont charismatiques pour tout le monde. C'est une grande erreur. L'histoire nous prouve même le contraire. Combien de charismatiques ont été radicalement détestés? D'ailleurs, beaucoup finissent mal. Les attentats contre Bonaparte, je pense à la capitale salicaise, les attentats contre De Gaulle, comment Churchill a été hué, les nombreuses traversées du désert. On n'est jamais charismatique pour tout le monde. Par contre, l'intelligence contextuelle des charismatiques, c'est de savoir choisir leur espace d'action. Et ils vont commencer en général par un groupe restreint, les apôtres. Et souvent d'ailleurs, on en parle assez peu, le groupe des 60. Dans le Nouveau Testament, dans d'autres textes religieux, il y a de temps en temps ce chiffre des 60, qui est, on pourrait presque appeler ça aujourd'hui un codir élargi dans des grands groupes, qui est des personnes, quelquefois des numéros 3, les colonels armés, qui sont susceptibles de propager la bonne parole. Les charismatiques savent utiliser des apôtres, des intermédiaires, qui vont faire très vite une partie du boulot à leur place. Dire du bien de soi, c'est facile. Mais que les apôtres disent du bien de vous, ça, c'est pas mal. C'est ce que faisait d'ailleurs très bien des Carpentries. Il arrivait en retard à certains meetings, l'ancien président de Sanofi, et il fallait meubler. Donc, les gens qui meublaient, de quoi ils parlaient? Eh bien, de la personnalité qui allait venir dans les 30 minutes qui suivent. Et c'était presque un rituel. Moi, je dis que Jésus s'est beaucoup nourri de Saint Jean-Baptiste. D'ailleurs, une partie de ses apôtres étaient les apôtres de Saint Jean-Baptiste. C'est la chronique, c'est les rois mages, c'est l'annonce à Marie. Savoir se faire annoncer, se faire propager par des apôtres. On ne cherche pas à convaincre tout le monde, mais un groupe, les marxistes diraient l'avant-garde éclairée du prolétariat, que ce soit de gauche ou de droite, cette notion d'apôtre est un récurrent de l'histoire charismatique. Donc, puissance, mais puissance alternée par des temps faibles, et puissance au bon moment dans l'espace et au bon moment dans le temps. Je sens, Philippe, de poser une question. Oui, d'abord, j'ai envie à un moment donné que tu expliques le lien entre le charisme et le leadership, et ça viendra peut-être plus tard. Par contre, ce que tu dis autour des apôtres, tu sais que mon environnement d'origine est Apple, et d'une certaine manière, dans l'univers d'Apple, où on ne peut pas contester que Steve Jobs était charismatique, il avait son premier cercle, et il y avait même un job interne qui s'appelait évangéliste. Donc, ça rejoint ce que tu dis, il me semble. C'est un très bon exemple, Steve Jobs, par beaucoup de critères. Il rejoint l'idée qu'on peut se faire d'un charismatique. Je pense comme ça d'entrée de jeu à cette espèce d'opposition entre ciel et terre, une grande élévation de destin, d'objectifs, de fin de projet, une ambition des fins, et en même temps une certaine humilité personnelle, humilité des moyens, le col roulé noir. Il alternait entre les hauts et les bas. Donc c'est une forme effectivement de dialectique. Deuxième idée que j'ai mis dans le programme, les 4 facteurs clés du charisme. Toujours difficile de faire une sélection, mais si je devais extraire vraiment 4 moteurs du charisme, alors je vais les noter dans un ordre qui pourrait être d'ailleurs un ordre historique, avec bien sûr des exceptions, mais qui peut se déployer dans cet ordre chronologique. Première idée, les dons. Les charismatiques sont des personnes qui donnent l'idée, à tort ou à raison, qu'ils ont des dons exceptionnels que la plupart des autres n'ont pas forcément. Le premier à parler vraiment du charisme, c'est saint Paul. Il utilise un mot grec, la charis, qui veut dire don, faveur, cadeau, grâce, dans un sens assez religieux. Le charisme a une origine religieuse. C'est quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il a reçu des dons, à nul autre pareil, des dons d'en haut. Mais la deuxième idée de saint Paul est intéressante, ces dons n'ont d'intérêt. C'est presque une obligation pour le charismatique qu'il les utilise au profit du collectif. Il doit les redonner, ces dons. Là aussi, il y a toujours cette espèce de dialectique entre ciel et terre, entre solitude personnelle
les dons auraient tendance à me démarquer un peu, à me rendre excellent, exceptionnel, extraordinaire, mais en même temps, je les mets au profit du collectif. Donc, première idée, l'obsession des dons, et à 3 niveaux. Ce sont des gens qui sont lucides sur leurs dons, ce qui est déjà exceptionnel. Ils savent bien quel est leur don principal, ils savent bien comment l'exploiter, ils ne se trompent pas sur ce qui fait réellement leur force. Deuxième idée, ces dons, ça ne leur satisfait pas, ça ne leur suffit pas. Ils ont une rage de les développer. Howard Gardner, qui a beaucoup travaillé l'exceptionnalité, parle d'une rage d'apprendre. Ce sont des personnes qui sont en curiosité perpétuelle, restless, sans repos, diraient les Américains, en construction, en sculpture de soi permanente, en exigence de lucidité, de compréhension. Et troisième idée sur les dons, eh bien, ils n'hésitent pas à les simuler. Ça ne leur suffit pas de les repérer, ça ne leur suffit pas d'accroître leur force, ce qu'on appelle le syndrome de la jambe cassée au ski. Ils essayent surtout de se redresser sur la jambe qui n'est pas cassée, leur don, plutôt que d'essayer absolument d'atténuer leurs défauts, hein, la jambe qui est cassée. Et puis troisièmement, la simulation. Ils n'hésitent pas à suraccentuer l'importance de leur don. Je pense à Napoléon qui, après une journée de sommeil, faisait croire à toute l'armée qu'il n'était pas fatigué, qu'il pouvait passer la nuit à travailler. En fait, on savait qu'il avait un pré-sommeil à 18 heures et qu'il laissait la chandelle allumée la nuit pour faire croire qu'en plus, il veillait sur son armée. Donc, l'obsession de travailler sa puissance, on pourrait appeler ça compétence, savoir-faire, savoir-être, beaucoup de savoir, à plusieurs niveaux. Deuxième idée, de mettre cette puissance. Oui. Je t'interromps un instant juste pour. François. Je ne devrais pas dire aucun problème, je devrais dire avec plaisir. Très bien. Je t'interromps avec plaisir. Juste pour vous rappeler que vous pouvez poser des questions à tout moment, que ces questions seront répercutées à François, et que même si vous voulez prendre la parole, j'ai le moyen de vous transférer la parole à un moment donné en vidéo, si vous avez envie à un moment donné d'intervenir, plutôt en fin. Mais je vous rappelle, notez vos questions, notez-les, et vous pouvez les taper dès maintenant dans la barre de chat. Voilà. Avant que tu passes à la deuxième caractéristique du charisme. Oui, donc la vision, qui commence peut-être par un sens de l'ambition, par le destin. Une des phrases clés à se poser si on veut vraiment travailler son charisme, c'est quel destin je me crois? Est-ce que d'abord je me crois un destin et à quel niveau je le mets? Et là, j'ai une formule dans mes séminaires, toujours se tromper par le haut et pas que pour le destin. Également quand on juge quelqu'un. On sait très vite à l'armée qu'il vaut mieux appeler un capitaine général qu'un général capitaine. Donc, se tromper par le haut sur l'idée qu'on se fait de sa vie. C'est la notion de projet, c'est la notion de vision, le management visionnaire dont on parle en leadership, rentre très bien dans ce que De Gaulle en fait appelait l'élévation. J'aime beaucoup ce terme, d'ailleurs, qu'il va définir. Il dit l'élévation, c'est viser haut, voir grand, juger large. On demandait à Jacques Welch, le président à une époque de la General Electric, et lui-même, il ne comprenait pas trop pourquoi on l'avait nommé, parce qu'il y avait 200 personnes au moins aussi intelligentes que lui. Sauf que dans un moment de lucidité, il rajoutait, je crois probablement qu'on m'a nommé patron de la General Electric, parce que j'en ai toujours fait un peu plus que ce qu'on m'a demandé. On me demandait un rapport sur la ville de New York, je faisais carrément un rapport sur l'État de New York. Demander un rapport sur l'État de New York, je faisais l'Est des États-Unis, etc., etc. Toujours se tromper par le haut, par le grand, par le large. Alors que nous, souvent, on est assez agacés par certaines personnes qui régulièrement disent, tu sais, ce qu'il dit, il vaut mieux le diviser par 3. Il faut en prendre et en laisser. Non, je préfère en donner. Et c'est quelque chose qui va vers cette notion de se tromper par le large, par le haut. Il y a aussi la notion de rôle. Dans cette hauteur, il y a la capacité à sortir de sa personne et à aborder un personnage. Et si possible, un personnage plus grand que soi. Pas le personnage du petit chef, mais un personnage qu'il est intéressant de servir, comme au théâtre. Et là, il y a une mise en scène du charisme. On a du mal à enrôler des personnes en grand nombre dans des moments difficiles quand soi-même, on ne sait pas enrôler. Or, pour s'enrôler, il faut se dire quel type de personnage, en fonction des circonstances, et un personnage plutôt positif, qui doit normalement être un peu rédempteur de la situation. J'ai envie de jouer, et qu'est-ce que je dois faire pour bien le jouer?
Après les dons, après la vision, qui implique d'ailleurs la lucidité et la vision. C'est à la fois une visée d'ambition, une vision, une anticipation, et qui se nourrit de lucidité du présent. Troisième idée, la bienveillance. C'est vrai que si on s'arrête à la puissance, on peut être un charismatique, j'allais dire bas de gamme, qui sera plus proche du tyran, du culte du moi, du culte de la personnalité qu'on a vu dans certains régimes d'extrême gauche ou d'extrême droite. Alors que si on intègre cette notion compassionnelle, cette notion de sentiment de bienveillance, c'est-à-dire que cette force doit être mise au profit de la bonification de son environnement, de la fécondation, on dira aujourd'hui, de la fertilisation. Et ça passe par beaucoup d'outils. J'ai envie d'en citer peut-être deux. Un que vous connaissez, un mot-clé des charismatiques que De Gaulle a très bien utilisé en 58, je vous ai compris. Déjà, le sentiment que les gens se sentent compris par quelqu'un qui flirte un peu avec les dieux, qui est dans des sommets, dans des élévations, qu'il arrive à comprendre le sol, qu'il arrive à comprendre l'altérité, c'est quelque chose qui est indispensable. Le petit chef est en général quelqu'un qui régulièrement va nous dire « Décidément, j'arriverai jamais à vous comprendre ». C'est un peu ce qu'avait fait à un moment donné Jacques Chirac dans son émission en novembre 2005 sur Antenne 2, quand il dit « Décidément, j'arriverai pas à les comprendre » en parlant des jeunes. Un autre outil dans cette notion de compassion, que ça soit vrai ou pas vrai, c'est vrai que moi je dis souvent l'appétit vient en mangeant et que la forme finit par créer le fond. Mais au début, je n'exclus pas le fait aussi de se laisser entraîner par ses propres mots. D'ailleurs, Freud parle aussi, en parlant du chef de la horde initiale, dont on garde toujours la nostalgie, qui pourrait être une figure archétypale du charisme, cette notion d'illusion d'amour. Les gens doivent se sentir aimés par le charismatique. D'ailleurs, souvent les charismatiques, ils ont un langage presque de famille. Mes enfants, disait souvent Napoléon, le petit père du peuple, disaient les Russes sur Staline. Donc il y a des relations de sentiments forts. Deuxième idée, par exemple, c'est de parler avec des sentiments. Cette capacité à faire des signes de reconnaissance, des strokes, qu'on enseigne beaucoup dans les séminaires de management ou de leadership, les charismatiques en sont vraiment des parangons systématiques. On se souvient de la phrase rituelle de Bonaparte, pratiquement les 3/4 de sa carrière, « Soldats, je suis content de vous, j'aime ce que vous avez fait ». Cette capacité à parler avec des mots de sentiment, ce qui va d'ailleurs tout à l'heure me conduire à l'intelligence émotionnelle, qui sera ma troisième partie. Mais pour finir sur les 4 molécules, on a les dons, on a l'élévation, tout cela mis au profit d'une bienveillance qui peut se traduire par le fait de redonner ses capacités à son environnement, de le comprendre, de sentir ce qu'il sent. Il y a une intelligence émotionnelle importante dans le charisme, que d'ailleurs je vais développer tout à l'heure. Cette notion aussi de transfigurer son environnement, de faire en sorte qu'il se dépasse. Il y a dans le charisme quelque chose de supérieur au leadership, qui est on ose un dépassement assez ambitieux, voire même risqué. On verra les limites. Et dernière idée, après les dons, l'élévation et la bienveillance et les sentiments, les exploits. Donc là, on vient à quelque chose d'assez terrien. Il faut relever sa chemise. Les exploits impliquent beaucoup de choses. D'abord, la prise de risque, le courage. Il n'y a pas de charisme sans courage. Je ne parle pas forcément d'audace, qui est une mise en scène du courage, je ne suis pas toujours contre, mais déjà un simple courage digne de ce don est, disons, c'est ce qui fait la différence entre le charisme et la séduction. Mon point de vue, c'est que dans la séduction, il n'y a pas de courage. C'est tout comme toi, ma chérie. Je me fonds dans l'autre, je l'achète, c'est de la démagogie pure. Dans le charisme, il y a une forme de courage, par exemple, qu'avait De Gaulle quand il recevait quelqu'un à Londres, qui avait quand même traversé des périls pour venir le rejoindre, il disait « et je ne vous remercie pas, pour l'instant, vous n'avez fait que votre devoir ». C'est quand même mettre l'exigence très haut. On n'achète pas son public. Je dis souvent dans le séminaire oratoire, attention, il y a quelque chose qui doit être à base de courage, toute vérité n'est pas bonne à dire, on est dans du réel, pas de déni du réel, savoir annoncer les mauvaises nouvelles. Et d'abord, c'est très difficile d'avoir des exploits quand on nie la situation. Beaucoup de personnes n'auront pas d'exploits dans leur vie, tout simplement parce qu'ils n'en trouvent pas la nécessité, parce que pour eux, la vie n'est jamais dramatique.
Tout ce qui se passe est une espèce de banalité confondante, confortable et de bonne aloi. Pour le charismatique, il y a, j'allais presque dire, les 3 étapes d'un discours publicitaire. Dramatiser une situation, ou en tous les cas, ne pas hésiter à en décrire le côté dramatique. 2, savoir aussi, et c'était l'avant-dernier outil, flatter son public. En tous les cas, dire j'ai confiance en vous, dans votre capacité à m'aider sur ce projet. Le fameux j'ai besoin de vous. Et 3, promettre une solution. Alors, si je veux la jouer un peu bas de gamme, ces 3 étapes pourraient être, si je m'inspire aussi du schéma publicitaire, mais qui est un raccourci de ces stratégies fortes de communication. On ne peut plus faire un voyage en Europe sans se faire voler, je dramatise, mais vous qui êtes un voyageur amusé, je flatte mon auditoire, vous savez qu'avec la carte américaine d'Antros, Johannis, de François Hélion, vous saurez faire beaucoup de voyages en toute sécurité en Europe. Dramatiser, flatter, promettre, ou être déjà dans cette lucidité du réel qui ne cache pas la difficulté, qui sait annoncer les mauvaises nouvelles. Et deuxième ferment de l'exploit, après l'aveu du réel, c'est la prise de risque, le défi, qui exige une forme d'humilité. Je m'expose, je n'ai pas toutes les billes, je ne cherche pas à avoir toutes les billes. J'aime bien cette phrase de Jean Kalevitch qui parle de la nudité du courage. Un jour, un de mes clients me dit qu'est-ce que je dois faire pour réussir mes exposés. Je lui réponds, tu dois t'exposer. Allez, à main nue, à bras le corps, tu affrontes ta salle, tu descends, tu vas en proximité. Donc, les exploits, sans exploit, le charismatique ne va pas durer longtemps. Il peut se nourrir dans un premier temps et pendant quelques années même de l'absence d'exploit avec simplement des promesses, mais on voit bien, et les temps d'ailleurs politiques se sont raccourcis, comment un mandat ou un quinquennat sans exploit finit quand même par être très vite anti-charismatique. Et dernier point, l'exploit implique, ce qui est d'ailleurs un marqueur d'authenticité, parce que vous pourriez me dire, oui, mais la théâtralisation du charismatique, la mise en scène, quelque part, on est loin d'une forme de vérité que par ailleurs tu as l'air de promouvoir. La vérité, on va la retrouver par cet ingrédient qui fait l'exploit réel, c'est l'authenticité réelle du charismatique. C'est de savoir à un moment donné sacrifier ses intérêts personnels pour servir son personnage, un mot que Philippe aime bien, sa cause, son rôle, son ambition. À un moment donné, c'est le pont d'Arcole. À un moment donné, on descend le cheval et comme le prince charmant, on y va tout seul, sans regarder en arrière. Combien de dirigeants, dès qu'ils commencent à faire un discours, commencent à regarder derrière eux en disant « je parle sous le contrôle de mon directeur financier, bonjour, le courage et la nudité du courage ». Donc, ces 4 moteurs, je les rappelle, d'une stratégie charismatique, une volonté de travailler ses noms, une volonté d'avoir une vision assez ambitieuse, une volonté de bienveillance et de fécondation de son environnement, et à un moment donné, il faut y aller, la recherche de l'affrontement avec le courage et l'exploit. Super. Alors, troisième réflexion. François, je t'interromps un instant. Des fois, on a l'impression, en t'écoutant, de se désaltérer à une bouche d'incendie. La pression est un peu forte, donc une toute petite respiration, ce qui me permet aussi, il y a 2 questions qui sont apparues. La première de Joël avec 2 E, qui dit la chose suivante, la puissance n'est-elle pas une qualité plutôt masculine? En partant de ce postulat, les femmes peuvent-elles développer un charisme plus féminin, c'est-à-dire sans copier les hommes? Et donc, peut-être votre réponse est dans la compassion qui est plus féminine, la valeur de la compassion qui est plus féminine. En un mot, est-ce que tu n'as pas une vision extrêmement sexiste finalement du leadership et du charisme? Ou viril? Je traduis. C'est vrai que quand je... Tu te fais plaisir au passage. C'est vrai que quand je commence à parler beaucoup de puissance, je suis dans une forme de masculinité. Mais c'est l'ambiguïté du mot courage, qu'on associe souvent à la puissance déployée, c'est qu'à la fois l'origine du mot vir, la vertu, viril, quelqu'un de valeureux est assez masculine, mais en même temps dans courage, il y a le cœur. Et cette idée que le charisme se nourrit de masculinité, de yang, avec la puissance, mais troisième molécule dont j'ai parlé tout à l'heure, doit avoir comme destination
la, la, la bonification de l'entourage, le réenchantement de la situation et un souci de l'altérité. Et là, je trouve que les femmes ont un rôle à jouer très important. D'ailleurs, je ne cache pas que les entreprises du CAC 40 qui réussissent le mieux ont souvent, il y a des études qui ont été faites il y a 2 ans sur ces entreprises qui résistent bien à la crise, sont souvent dirigées par des femmes. Donc, dans les moments de crise, et je défends cette idée que le charismatique, en fait, est un masculin féminin. Comme beaucoup de héros, je dis souvent, et ce sera ma troisième idée, l'intelligence émotionnelle, les héros, ce sont des puissances qui savent pleurer. Dans toutes les cultures, quand on regarde bien, le héros, ça veut dire quoi? C'est une image. Quoique souvent, c'était aussi une réalité. Napoléon, chaque année, pratiquement, pleurait un ami perdu, Bessières, Duroc, Lannes. Ça veut dire, d'accord, je suis exigeant, je vous aide à déployer d'ailleurs vous-même une forte puissance, par l'exemple de ma puissance, mais en même temps, ça me touche quand le malheur arrive, ça me touche quand je perds des compagnons. Donc, ce n'est pas une force sans compassion, c'est une puissance qui est compatible avec une humanité. Je crois qu'on a trop souvent clivé la notion de puissance, et c'est souvent d'ailleurs un prétexte, et j'irais même jusqu'à dire un prétexte de lâcheté, que de se méfier de la puissance. Il faut se méfier de la puissance qui n'est pas bienveillante. Mais la puissance fait partie de la vie. Sans élan vital, dirait Bergson, sans énergie primaire, je fais référence, tout d'un coup j'y pense au tempérament de Le Seine, eh bien les charismatiques, ce qu'il appelle les passionnés, c'est actif, énergique et secondaire. On parlera de la méditation. Donc oui, le courage serait peut-être, je dirais, d'essence, parce que les femmes sont souvent même plus courageuses que les hommes, mais disons qu'elles n'en font pas une valeur affichée. Alors que de la compassion, oui, elles en font une valeur affichée. Donc l'un est dans l'autre. Le héros dont je parlais est quelqu'un qui est dans la puissance et qui n'hésite pas à faire voir qu'il sait être touché émotionnellement par des situations, mais que cela ne va pas freiner, au nom même de la vision du ciel qu'il a, de l'exigence de lui et des autres qu'il a, ne va pas le faire hésiter sur le prix à payer. Je pleure peut-être, mais je continue le combat. En tout cas, que ce soit une conquête commerciale, que ce soit la conquête de valeurs, une conquête même scientifique, artistique, oui, il y a pénibilité et je souffre, il y a la souffrance, mais en même temps, et la souffrance pour les autres, mais en même temps, cela ne me dévie pas de mon chemin. D'accord. Donc, l'intelligence émotionnelle, par exemple, c'est travailler les 4 sentiments. Non seulement les charismatiques ne vont pas être des murs de glace, mais je dirais même qu'ils vont être obsédés en permanence par la gestion de 4 sentiments fondamentaux. Pour mouvoir, il faut émouvoir. Ça, c'est une logique que les charismatiques acceptent totalement. Donc, 4 sentiments de base, la joie, la colère, la peur, la tristesse. Et il y en a 2 qu'ils vont privilégier, sans exclure totalement les 2 autres. Bien sûr, la joie. La joie, qui n'est pas toujours très bien vue dans certaines cultures, cerveau gauche, chez nous, le joyeux, c'est un peu l'imbécile heureux. Non, la joie de quelqu'un qui sait, qu'il est bien entouré, qu'il peut avoir confiance dans son entourage, qui a confiance en lui. Très important, cette notion d'afficher sa confiance. Des études ont été faites par, je ne sais plus quelle université américaine, et qui s'appliquent à Trump. On s'est aperçu que pour beaucoup de personnes, le fait que quelqu'un ait confiance en lui est assimilé rapidement à un signe extérieur de compétence, même si celle-ci n'est pas vérifiée. Donc la joie qui vient de la certitude d'avoir une bonne direction, de la certitude de sa puissance, de la certitude de la puissance de son entourage. Bref, d'avoir la solution à portée de main. Maintenant, il y a de temps en temps, et de façon très minoritaire, en tout cas par rapport à la joie, la colère. Je défends qu'il n'y a pas d'autorité sans colère. Je sais que les bouddhistes vont me rentrer dans le chou, mais je ne suis pas un maniaque de la colère, loin de là. D'autant plus que la valeur, c'est la rareté. Mais j'aime beaucoup ce 12e point d'un témoignage qu'a fait l'amiral Nolens en 1971. Il dirigeait, il est parti à la retraite, il dirigeait l'école navale française. Et son 12e point d'héritage pédagogique, de testament pédagogique, était « Messieurs les futurs officiers, mettez-vous 3 fois en colère par an, dont 2 simulés. » C'est la colère de Jésus dans le temple. Dans les religions polythéistes, le chef des dieux a toujours la colère. Mais elle doit être très rare. Et elle doit surtout être une colère positive.
dictée par mes 3 autres molécules. Le contraire, par exemple, de ce qu'a fait Ségolène Royal en 2007, quand elle se met en colère. Vous savez, le débat contre Sarkozy, les deux jouent à fond renversé, elle masculinise un peu, elle durcit un peu son rôle, parce qu'elle était préalablement toujours souriante, mais là, il faut avoir l'ensemble de la France, le parti d'en face, et puis il faut ratisser large, et puis Sarkozy féminise un peu son attitude. Sauf que la grande erreur de Ségolène Royal, c'est pas d'avoir été en colère, c'est de ne pas avoir fait mes séminaires. Autrement dit, elle aurait compris qu'on ne se met pas en colère de façon émotionnelle, égoïste, mais toujours dans un contexte, dans une élévation, dans une stratégie qui a de la valeur. Et donc, elle aurait dû se rappeler un mot des anciens, jamais en colère contre un homme, ad hominem, toujours en colère pour défendre des valeurs. Comme dans 12 hommes en colère, Henri Fonda, qui se met en colère pour permettre au président du jury de revenir, etc. Et jamais contre une personne. Troisième sentiment, la tristesse, d'où les pleurs du héros. Montrer sa tristesse, c'est quelque chose que beaucoup de charismatiques savent faire à des moments de compassion et de perte. Voire même la peur, bien sûr, très minoritaire, mais le charismatique est quelqu'un qui doit savoir, de façon très impassible, impavide, qui d'ailleurs va démentir que la peur pourrait être une faiblesse, dire, quand on lui dit alors, vous avez peur? Oui, c'est tout, beaucoup de sobriété. Et alors rien. C'est-à-dire, c'est une vieille maîtresse, ça fait 20 ans qu'on couche ensemble. Vous avez une autre question? Voilà, on est dans des stratégies où les 4 sentiments sont gérés au bon moment, à la bonne intensité et avec beaucoup de sobriété. Et bien sûr, l'intelligence émotionnelle, c'est aussi et surtout, j'allais dire, gérer les sentiments de son environnement. Savoir comment l'environnement vit une situation. D'ailleurs, comment le vis-tu doit être une phrase clé en charisme. Ok. Une petite pause, une petite respiration pour te permettre de respirer, mais encore plus pour permettre aux participants de respirer. Parce que toi, tu as l'air de pouvoir fonctionner sans respirer, ce qui est une qualité. De l'apnée intellectuelle. Absolument. Une remarque, une question qui est apparue, qui est quand tu parlais de simulation d'une part, de simulation des dons, et puis tu en as parlé à un autre moment également. Il y a un dicton aux États-Unis qui dit fake it till you make it. Faites semblant jusqu'au moment où ça deviendra vrai. Ça semble être une stratégie du charismatique. Donc ça, pour acquérir une qualité qu'il a envie d'acquérir. J'aime beaucoup cette expression. Cette idée ne passe pas très bien en France, l'imitation est très mal vue. On a oublié qu'au Moyen-Âge, l'imitation de Jésus-Christ était un ouvrage indispensable pour tout chrétien prénom du tel. L'imitation des choses, la forme finit par former le fond. J'aime beaucoup cette phrase de Goethe qui disait « l'outil fait la main ». La main d'un pianiste, la main d'un casseur de pierre, au bout de 10 ans, c'est plus la même main. Et donc Flaubert le disait avec ces mots, il disait « je ne sais pas si je suis courageux », une composante du charisme, mais en tout cas, je fais semblant, et ça revient au même. Voilà. Donc, se mettre dans les habits d'eux, eh bien, finit par me bien faire jouer le rôle. Il y avait dans Aimez-vous Brahms un dialogue intéressant. Un des deux dit oh, mais lui, c'est qu'un comédien. Vous savez que dans les pays latins, les comédiens ne sont pas très bien vus. Ils étaient encore, comment dire, ils n'étaient pas enterrés religieusement il y a encore 3 siècles. Alors l'autre répond peut-être, tu as peut-être raison. Mais quand un comédien joue bien la comédie, il dit toujours la vérité. Par exemple, l'exemple de Macron. Quand on regarde bien ces discours un peu christiques qu'il a fait, il utilise des outils qu'on enseigne. Qui tient les hauts, tient les bas, il lève les bras, il est un peu en extase, il a le regard qui prend. Tout ça est très bien. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que je pense qu'il y a peu d'huile de coude. Je pense qu'il y a 2 raisons. D'abord, on ne s'improvise pas homme de théâtre en 2 minutes. Martin Luther King, pendant 3 ans, faisait de très mauvais discours. Ce n'était pas un bon orateur. Il y a l'huile de coude. Il y a les pierres dans la bouche, comme pour Démosthène, pour couvrir le bruit des vagues. Et puis, il faut aussi que la légende parle, que sa vie parle. Il faut aussi qu'il ait donné l'impression, bien sûr, d'incarner au présent, mais d'avoir incarné dans le passé un peu ce qu'il dit, d'avoir un peu blanchi sous le harnais pour ses convictions. Alors, quelques outils d'application.
j'aurais dû commencer par là, mais le charisme, finalement, se nourrit de la crise. Pourquoi être charismatique dans des périodes de conquête habituelle, de difficultés habituelles, qui n'ont rien d'exceptionnel? Les stratégies habituelles de leadership fonctionnent très bien. Moi, je prétends que le charisme, et là je m'inspire de Max Weber, le charisme, c'est quand il y a un fort désenchantement. Les théories de Max Weber, c'est l'entre-deux-guerres, c'est quand le modernisme, l'industrie commence à minéraliser l'homme. On se pose beaucoup de questions sur le désenchantement de la vie moderne. Et à ce moment-là, il y a cette idée que dans des situations, on est désenchanté, c'est-à-dire où les systèmes habituels, les élites habituelles ne fonctionnent plus, eh bien, il faut quelque chose qui sorte du centre, qui sorte du conformisme, qui soit exceptionnel, extraordinaire, outsider. Le charisme, c'est quelque chose qui est intensément fort et qui est décalé par rapport à ce qui se fait habituellement. Je crois que le pire ennemi du charisme, au moins Hollande a eu l'honnêteté de nous le donner, il a prétendu qu'il allait gérer une crise importante en France en étant un président normal. Je ne comprends pas comment la France, en entendant ces mots, n'a pas compris qu'elle allait se faire enfumer pendant 5 ans. L'obsession du charismatique, c'est de contrer la normalité. D'ailleurs, Max Weber dit que ce qui tue le charisme à terme, c'est la routinisation du charisme. Le charisme est un espace, on va souvent d'ailleurs aller voir ailleurs, emprunter des idées qui viennent d'ailleurs, et son pire ennemi, c'est le temps, c'est la répétition du même. Au théâtre, d'ailleurs, on dit comme en stratégie, tout système constant est un système mort. Donc, pour prendre quelques exemples, il faut prendre des exemples forts, de crise forte, de blocage fort, savoir dire non, savoir rejeter le nom de quelqu'un. Alors, par exemple, comme blocage, je vais commencer par un moyen blocage, puis après un plus grand. Vous êtes reçu par quelqu'un qui vous dit d'entrée de jeu, alors que vous teniez à ce rendez-vous, il est important, vous allez traverser en voiture la moitié du département. Je vous préviens tout de suite, pression de vitesse, je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Bon là, on voit très bien que notre marge de manœuvre, notre comment dire, niveau d'action se rétrécit fortement, qu'on commence déjà à subir les événements. Le courage comme le charisme, c'est essayer de passer du fait de subir et de souffrir, la même racine, au fait de vouloir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, je vous conseille les 3 étapes de toute stratégie que les charismatiques vont vraiment prendre le temps de bien faire. 1, accueil inconditionnel. C'était notre 4e molécule. Ne pas dénier la réalité, ne pas dénier le blocage ni la crise. Accueil inconditionnel de cette situation critique. Non seulement on ne va pas la nier, mais on va l'accepter. Et dans certains cas de figure, on peut même la dramatiser, l'augmenter. Et c'est le fameux « oui, je comprends » du général de Gaulle, que je n'ai pas développé tout à l'heure, mais un des mots-clés, c'est « je vous ai compris ». Donc, moins vous comprenez une situation, plus il faut affirmer, si on a envie de la gérer après, eh bien que vous la comprenez au sens étymologique, vous la prenez avec. 1, j'accueille, oui, je comprends. 2, un peu d'élévation, un peu d'approfondissement, j'ouvre un peu dans l'espace le problème. Et surtout, je pose une question que je n'entends jamais dans mes séminaires. Dans mes séminaires, j'entends des réactions d'indignation. Moi, je préfère toujours la dignité à l'indignation. Les charismatiques ne s'indignent pas. Par contre, ils sont soucieux de la dignité de leurs troupes et de la leur. Donc là, plutôt que de l'indignation, une question que personne ne pose. Et de combien de temps disposons-nous? Alors que ce que j'entends, c'est « Ah, mais vous auriez dû me prévenir avant, que vous n'aviez pas le temps, j'aurais pas perdu le mien. » Passé, indignation. Ou alors j'entends carrément la lâcheté de la fuite en avant. Voulez-vous que nous prenions rendez-vous? Parce que vous savez, je suis en début de carrière, mon temps n'a pas beaucoup d'importance, ni futur, ni passé. On est dans l'acceptation du présent, qui n'est jamais un enfermement. Oui, je comprends combien de temps disposons-nous. Et là, d'ailleurs, la pression de temps, paradoxalement, se retourne contre mon interlocuteur. 10 minutes. Bon, vous êtes quand même un peu déçu. N'attendez pas ça. Comment vous réagissez? Merci. Vous verrouillez. Pas d'affect sur les règles du jeu. Le charismatique est capable, sans indignation, sans surprise, sans trouble, de faire face, ou en tout cas de donner l'impression qu'il fait face tranquillement, calmement, à toute forme de situation dramatique. Si on veut synthétiser, c'est le oui et merci. Le oui de l'accueil inconditionnel, le et de l'approfondissement sur l'autre, en général systématique, et le merci de l'acceptation, du verrouillage des règles, et ensuite ça permet le rebond.
Si on prend quelque chose de plus important, vous avez un entretien et vous avez loupé cet entretien, que ce soit un entretien managérial, un entretien de négociation, un entretien de vente. Cet outil, je l'appelle le toucher-couler, c'est un peu l'outil de la dernière chance. Vous sentez que c'est fini, la personne s'est plus ou moins levée, ou vous levez plus ou moins, vous n'avez pas réussi votre affaire. Voilà ce que je conseille comme retour, comme rebondissement. D'abord, il faut savoir accepter le réel. Je constate qu'à l'évidence, je n'ai pas su vous convaincre. On est beaux joueurs. Pas d'indignation, pas de qualificatif. On repasse au niveau 2, toujours à la volonté et au pouvoir de la question. Qu'est-ce que vous auriez aimé m'entendre vous dire que je n'ai pas su vous dire? Et là, il y a même une forme d'humilité, d'exposition de soi et d'humilité. Sans indignation, j'insiste beaucoup. Là, la personne dit qu'elle n'a plus rien à craindre, vous êtes déjà debout, vous ramassez vos affaires, vous êtes beaux joueurs, vous ne faites pas de caca nerveux. En général, elle se répand. Elle. Mais monsieur Elion, vous ne m'avez jamais parlé du côté peut-être international de vos formations. Vous savez qu'on est un groupe international et dans nos filiales, on aurait aimé que vous nous donniez des possibilités de faire ces séminaires en anglais, vous et d'autres personnes de votre société. Qu'est-ce que vous faites? Étape 3. Vous continuez à être beau joueur, à accepter. C'est vrai, vous avez raison. C'est un critère important. Toujours valoriser l'adversaire. Surtout quand on sent qu'on va gagner. Vous revenez maintenant, 4e étape, au terrain de l'action. Si maintenant, et vous rassurez en donnant un délai, en moins de 10 minutes, je vous dis comment nous sommes également bien placés sur ce critère. Vous me donnez une deuxième chance? Et oui, si vous sentez que la personne n'est pas prête forcément à vous la donner, vous reprenez votre phrase, comme peut-être vous souhaiteriez que l'on fasse avec vous-même en pareille circonstance. Ça s'appelle la loi du lien. Oh. La connexion s'est détériorée. François, nous ne t'entendons plus très bien. Dans le cadre des lois Roux, on devait animer des réunions d'expression libre des salariés et un saboteur était présent dans la salle et on m'a demandé donc de gérer les 2 premières réunions. Pour commencer, j'aime bien faire réfléchir sur les règles du jeu. Donc, ma première question à l'ensemble des 40 personnes, qu'est-ce que nous sommes réunis dans le cadre des lois Roux, d'expression libre des salariés, qu'est-ce que vous-même, vous pensez de ce type de réunion? Autant avoir une tête réflexion sur la méthodologie. Et je commence mon tour de table. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? La personne me dit des choses assez neutres, merci. Deuxième personne, et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Et vous? Merci. J'arrive au 4e, au 5e, le saboteur, qui me dit, texto, ce type de réunion, c'est de la merde. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, on va inventer beaucoup de choses, alors que finalement, il y a une espèce de force tranquille qui est très simple. Vous ne changez pas un hiatus de vos codes de départ. Et un de mes préférés, c'est le merci, qui est à la fois linéaire, qui est très charismatique. Il vous redonne l'initiative, mais en même temps, il valorise quand même votre auditoire. Il n'y a aucune raison de dire autre chose que vous avez dit aux autres, surtout pas vous répandre. Les lâches vont carrément faire un compliment de prudence, que j'appelle. C'est intéressant, est-ce que vous pouvez développer? Mais là, ils sont morts. L'autre va faire du discours au comité central du parti, un discours fleuve. D'autres vont carrément exclure. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ici? Vous pouvez partir. Donc, ils font soit des martyrs, soit des tyrans. Non. Code, j'allais dire code d'endurance. Une humilité des codes. Merci, merci. C'est de la merde. Merci, merci. Peu me chaud du verbe chaloir. Et déjà, l'ensemble du groupe et la personne sent que l'animateur, il a quelques heures de vol. Il pratique cette belle phrase de Shakespeare qui s'affecte, s'infecte, donc il ne s'affecte pas. Mais il faut gérer le problème. Pas forcément au bon moment, le kéros, pas forcément quand il apparaît. Quand d'abord vous avez fini votre tour de table, vous êtes maître de vous-même. Vous revenez au centre, et à ce moment-là, je fais même semblant de ne pas forcément avoir retenu tout de suite qui était l'auteur. L'un d'entre vous a parlé de merde, toujours en formulant l'état, ne pas diminuer forcément la problématique. Est-ce qu'il a envie d'exposer? Et il me dit, c'est moi, et je persiste. Et là, en gros, il me fait le disque rayé. Il répète toujours la même chose. Donc, je propose un autre outil qui est l'endurance. Tant qu'on n'a pas fait une chose 4 fois, on ne l'a pas faite.
Donc, je tiens à peu près 4 fois en lui posant une question. Oui, et concrètement, c'est de la merde. Oui, et précisément, c'est de la merde. Sauf qu'il faut arriver au 4e. Et là, il ne faut pas se louper, parce que si au 4e, il résiste, c'est qu'il est mieux formé que vous. En général, la plupart des gens s'effondrent au 3e. Ils se disent, au 4e, c'est plus un animateur qu'on a, c'est carrément la pile du Racel. Donc là, je reprends tous les mots positifs et je lui dis, si vous voulez bien maintenant préciser concrètement pour l'ensemble du groupe. Donc, j'ouvre l'espace. Je fais introduire, comment dire, l'intérêt, la générosité pour aussi l'autre, l'intérêt de l'ensemble des participants. Et là, il me dit, bah, c'est de la merde parce que c'est complètement inutile. Eh bien, le dernier outil, et probablement le plus charismatique, ça sera de transformer cette critique qui dévalorise tout le monde, l'auteur et nous-mêmes, en critères d'élévation. D'ailleurs, j'appelle cet outil un outil de retournement sur racines positives. Dieu merci, la plupart des critiques que nous aurons ont des racines positives, flamboyantes. Donc, il faut se baser sur cette grandeur, sur cette élévation. Il y a une très grande élévation de beaucoup de mots qui apparemment sont négatifs. Donc, je vais appliquer les 3 étapes de l'intelligence. J'accueille, si j'ai bien compris. Je reformule en détachant la racine. Vous êtes en train de dire que ce type de réunion n'est pas du tout utile. 3, je verrouille. C'est bien cela. Il me dit oui. Je verrouille une dernière fois. Merci d'attirer mon attention sur l'importance du critère d'utilité d'une réunion. Utilité sur quel plan, monsieur? Utilité politique pour le parti que vous représentez, utilité pour les actionnaires, pour la bourse, utilité sociale. À quel niveau d'utilité faites-vous? 8 fois sur 10 dans la vie, vous avez intérêt à sortir par le haut. Le charismatique emploie en permanence des outils d'élévation, y compris avec ses adversaires. Parce qu'il vaut mieux gérer des critères d'évolution et de progrès que des critiques d'indignation et de nostalgie. D'accord. D'accord? Très bien, très bel exemple. J'ai vu arriver une question qui te demandait s'il pouvait y avoir, parce que le thème initial, et c'est vrai que charisme et leadership sont très liés, s'il pouvait y avoir du leadership sans charisme et du charisme sans leadership, ou c'était strictement et l'un accompagnait systématiquement l'autre. Non, il y a des niveaux. Dans des situations qui exigent un leadership exceptionnel. Encore une fois, les niveaux de crise, on n'est pas toujours en crise. Merci, gérer une entreprise. Alors certains me diront, oui, c'est gérer en permanence des micro-crises, mais à force de mal analyser la crise, il n'y a plus de crise. Le charismatique, c'est un leadership des temps forts, des temps difficiles. Dieu merci, toute vie est serpentine, disait Léonard de Vinci, il y a des temps forts, il y a aussi des temps qui sont plus faciles. Réservons, j'aime bien cette notion de riposte graduée, réservons les leaderships de charisme dans des moments qui en valent vraiment la peine. Alors, bien sûr, c'est un idéal et c'est un absolu, le charisme. On n'est pas charismatique sur toutes les molécules en même temps, on n'est pas, on l'a vu, charismatique pour tout le monde, mais ces stratégies qui exigent beaucoup d'engagement, qui exigent la démonstration de puissance, qui pompent de l'énergie, qui sont exigeantes, bien sûr qu'on ne va pas s'amuser à les employer pour le quotidien du leadership. Déjà, vous avez des entreprises qui fonctionnent très bien dans un système de leadership pour, j'allais dire, presque des temps normaux. Par contre, dans des moments de crise, souvent d'ailleurs on fait venir quelqu'un d'ailleurs, les charismatiques sont souvent des gens marginaux qui viennent des marges de l'Empire et qui auront souvent des stratégies un peu originales et qui sauront s'entourer aussi de gens un peu excentriques et marginaux, pas forcément ayant la logique de leur secteur où ils vont fonctionner. Je réserverai le charisme pour des moments d'intensité de crise où des solutions radicales, originales doivent être trouvées. Ok. Alors, une autre question. Il ne t'a pas échappé qu'on vit dans un monde qui est de moins en moins pyramidal, d'une certaine manière. Beaucoup de les fonctionnements réseau, l'entreprise libérée, de moins de niveau hiérarchique. La figure du chef charismatique, finalement, est-ce que c'est pas une figure qui date un peu, est-ce qu'on peut concevoir comment lier charisme et collectif? Moi, je crois en l'intelligence collective, je crois qui peut émerger d'un collectif plus que. Donc, que deviendrait le charisme dans un monde plus collectif? Eh bien, tu vois, Philippe, tu viens de me donner une idée.
Je pense que le charisme n'est pas pyramidal. Ok. Au sens de la pyramide à plusieurs étages, de la sycurate, à plusieurs niveaux. Je pense que le charismatique, c'est comme le prince charmant. Il arrive sur un cheval, mais il est capable de descendre de cheval. Autrement dit, il arrive sur un piédestal, mais descend de son piédestal, il met un pied à terre pour se mettre au niveau. Et ensuite servir de piédestal, dernière idée, pour faire remonter les autres sur leurs chevaux. Je pense que le charismatique est capable de faire des descentes, de faire le pont d'Arcole, d'aller bivouaquer sous la tente avec ses troupes. C'est les chevaliers de la table ronde. Le roi Arthur est assis de façon équidistante avec les autres chevaliers de la table ronde. Le pyramidal, c'est le petit chef. Le charismatique, oui, c'est un père, mais c'est un père qui aime ses enfants et qui sait de temps en temps être au niveau de ses enfants. Le prince est charmant parce qu'il est descendu de son cheval, le cheval fait le cavalier, fait le chevalier, et qu'il a discuté avec des paysans, et en particulier avec le dernier de l'influence qui est le plus âgé. Et sa flamme, pour qu'il retourne vers le haut, va venir, parce qu'il va revenir ensuite sur la hauteur, mais après s'être nourri de son environnement terrien, humus, humidité, la terre, et là, la flamme va revenir, poussée par ces deux cerveaux, j'allais dire le cerveau gauche et le cerveau droit, puisque les contes de Perrault et de Grimm disent « il s'enflamma », et c'est vrai qu'il y a de la flamme dans le charisme, poussé par la gloire, cerveau gauche, et l'amour, cerveau droit. Mais d'abord, il a dû faire une descente dans les tranchées. Tous les charismatiques descendent dans les tranchées. De Gaulle descendait de voiture, Clémenceau, Churchill descendent dans les tranchées, se mettent sur un terrain d'humilité, humus. Et là, ils sont exposés, ils sont en proximité. Il y a une dialectique de la distance et de la proximité dans le charisme. D'accord. Donc le charisme n'est pas pyramidal, mais les organisations parfois le sont et le sont de moins en moins. Je reformule ma question autrement. Comment un leadership collectif, puisque le thème c'est aussi leadership et charisme, peut souvent le charisme a une forme d'écrasement, d'influence écrasante sur les autres et c'est un aimant et il n'y a pas 50 aimants dans une organisation. Donc dans un codir, dans un comité dans un groupe de dirigeants et un CEO et ses direct reports, comment fonctionner dans un fonctionnement collectif, quel rôle le charisme aura à jouer? Il ne faut certainement pas se leurrer sur les pertes en ligne. J'ai la chance d'avoir rencontré un certain nombre de dirigeants. En ce moment, j'interviens pour Gérard Bertrand dans la région de Narbonne. Je suis étonné de voir comment ces profils de dirigeants charismatiques existent toujours. Alors, ça passe par une rotation du personnel qui peut être forte. Mais ceux qui restent, je peux vous dire que c'est des véritables apôtres. Et ils nourrissent cette ambition d'un groupe qui fait une croissance à 2 chiffres pratiquement depuis 15 ans. Donc oui, ça écrase certains qui, pour X raisons, n'ont pas envie de se consacrer. Il y a du sacré dans le charisme, qui n'ont pas envie de se consacrer à l'histoire de cette entreprise, à la cause de cette entreprise, aux valeurs. Et j'allais dire, pourquoi pas? La valeur, c'est la rareté. Mais par contre, pour ceux qui acceptent de jouer le jeu, qui se sentent, comment dire, intéressés par cette promesse de grandeur, parce que pour moi, le charisme est une promesse de vertu et une promesse de grandeur. Ils savent qu'ils vont eux-mêmes avoir leur part de la grandeur et que par imitation du chef, ils auront souvent envie de faire comme lui, voire même, moi je dis, les grands charismatiques ont de grands modèles, et souvent des modèles qu'ils dépassent, qui finissent par contrer. C'est une promesse de grandeur et le charisme peut étouffer certains, mais fertiliser beaucoup d'autres en leur donnant cette idée que la puissance est en eux, qu'ils peuvent se révéler à leur puissance dans des contextes de crise, dans des contextes de lucidité dans la crise, et que ce que fait le charismatique, beaucoup de gens vont en faire leur miel. Surtout si le charismatique va jusqu'au bout de sa logique, qui est l'authenticité par le sacrifice de ses intérêts personnels. Et la plupart des charismatiques, d'ailleurs, finissent assez mal à cause de cela. C'est pour ça qu'il faut aussi savoir à un moment donné rendre son tablier de charisme et accepter que finalement, on ait suscité des vocations charismatiques autour de soi. D'accord, très bien. Beaucoup de grands rendent des grands. J'aime bien cette image, juste Philippe. Un des dons dont parlait saint Paul, c'est les dons thaumaturgiques. En langage moderne, on dirait celui au contact duquel on se bonifie, on se guérit, on perd ses écrouelles, hein, Saint Louis, les dons thaumaturgiques, c'est-à-dire
cette grandeur est partagée, cette grandeur donne envie de la jouer également chez mes subordonnés. Mhm. J'entends, très bien. Je vais te demander, j'aime beaucoup le mythe du prince charmant et de la Belle au bois dormant que je t'ai entendu développer déjà, mais je vais inviter vous qui participez à cette réunion à ne pas hésiter à poser des questions encore davantage. On a encore 5 minutes devant nous. Et donc, par contre, je veux bien la fin de l'histoire parce que la manière dont, en attendant que vous posiez des questions, la manière dont le prince charmant non seulement pose le pied à terre, enfin, tu as développé tout un concept autour du prince charmant qui est une conférence sur ce sujet que j'ai entendu il y a des années, mais qui est très belle. Donc, si tu peux nous en faire la synthèse. Ah, c'est intéressant parce que cette semaine, tu es la deuxième personne à me poser des questions. J'ai l'impression que les temps que nous vivons réhabilitent cette histoire, comme si on avait besoin d'un réenchantement. Vous savez, le prince charmant, la Belle au bois dormant, c'est d'abord l'histoire d'un endormissement. Et c'est un symbole intéressant parce que il n'y a pas que la Belle qui dort, il y a l'ensemble. Dans une version, je crois que c'est le royaume, et dans l'autre version, c'est la cour. Mais c'est quand même des endormissements collectifs. Dans la tour, il y a des organisations. Quand une organisation sent qu'elle a trop persévéré dans la même direction, que toujours plus de quantité n'y fera rien, il faut faire un saut qualitatif, eh bien, elle hésite et elle s'endort. L'endormissement, c'est une hésitation. Quand on sent qu'on va passer d'un état qualitatif à un autre état qualitatif, eh bien, ça refroidit un peu les cœurs et les ardeurs. Et le prince charmant, en fait, c'est quelqu'un qui va accélérer cette période de mutation et d'hésitation en réveillant les énergies endormies. Je m'étais intéressé à cela grâce au groupe ADECO, qui avait fait une très belle enquête, il y a une quinzaine d'années, qu'il avait intitulée, sur la motivation, ou plutôt la démotivation des cadres, les cadres au bois dormant. Donc, je vous avais contacté en disant si vous reconnaissez que les cadres dorment, bah, il faut peut-être leur appliquer la stratégie du prince charmant qui réveille les énergies endormies. Et pour ça, le prince charmant va passer sa vie à faire des hauts et des bas. Quand vous regardez bien, alors on pourrait dire cortex limbique, stratégie de distance d'élévation, stratégie de proximité, d'engagement et de sacrifice, il descend de cheval. Il monte dans la tour. Il descend pour s'agenouiller, embrasser la belle. Stratégie émotionnelle qui réveille. La compassion réveille. Il la redresse, il la relève, il redescend. Et dans la version, je crois, allemande, on disait que la mère du prince charmant était ogresse et que quelques années plus tard, alors qu'ils étaient mariés, la mère profita d'un départ en voyage, décidément les voyages ne portent pas chance, ou pas dans un premier temps, au prince, pour essayer de croquer sa femme. Et comme le prince rentra plus tôt que prévu, le Kéros, surprise, elle se jeta au fond du puits. Il y a peut-être dans cette histoire l'idée que le réveil des organisations dans des moments de crise qui ont tendance à engourdir les énergies, c'est d'accepter les hauts et d'accepter les bas. J'aime beaucoup appliquer en stratégie une des règles du théâtre. Au nom du ciel, asseyons-nous à terre. C'est une phrase que j'emprunte à Shakespeare dans Richard II. On dit aussi la tête au ciel, les pieds dans la terre. Cette capacité d'alterner en permanence la grandeur et l'humilité. La grandeur sur les fins, l'humilité sur les moyens. C'est un des axes du Magnifique. Alors, quelques questions qui sont apparues magiquement. La question est, est-ce que cela est compatible avec les nouvelles dynamiques d'entreprises libérées que tu connais et de participation collective où tout le monde finalement est mobilisé la question n'est pas... Attends, je ne vois pas la fin de la question. Mais voilà, ces nouvelles logiques, ces nouvelles dynamiques d'entreprise où finalement le pouvoir est beaucoup plus réparti que simplement appartenant à un dirigeant charismatique. Le pouvoir, chacun, et en anglais on utilise le mot empowerment, chacun est doté d'une parcelle du pouvoir dans ces organisations. Deux réponses. D'abord, il ne faut pas sous-estimer les capacités de délégation de beaucoup de charismatiques, qui souvent d'ailleurs étaient entourés d'une garde rapprochée qui avait un pouvoir qu'on est en train de découvrir. Souvent, les numéros 2 et numéro 3 des charismatiques étaient des personnes, d'ailleurs à la base assez médiocres, mais qui avaient compris qu'en servant le charismatique, en fait, ils faisaient leur propre puissance, leur propre autonomie.
On le voit bien dans le livre de Druy à La Rochelle, L'homme à cheval. Et on s'aperçoit que l'homme à cheval, le charismatique, finalement, n'est pas le plus important. Mais l'homme qui est à côté, qui n'est pas à cheval, fait pratiquement toute sa stratégie. Donc, cette notion, encore une fois, d'étouffement, de solitude, d'autocratie, du charismatique, très souvent, il y a des niveaux de délégation, d'autonomie, où le charismatique va se contenter de ce que j'appelle souvent dans l'entreprise, d'ailleurs, les trois priorités managériales, les trois grandes élévations. Une au passé, qui est le système final de contrôle, mais pas dans les détails, qui est la structuration du contrôle, ce qu'avait très bien compris Staline au niveau du parti soviétique, le recrutement et l'animation en direct des hommes et l'anticipation du futur. Mais en dehors de ces trois stratégies, très souvent, il y a des moments de liberté. Je vois quand Cortés, par exemple, s'empare de Mexico, pratiquement il coupe le gouvernement de Mexico, qui est une ville qui est resplendie d'or, donc de puissance, et lui s'exile au nord du Mexique pour préparer de nouvelles conquêtes navales, je dirais presque d'exploration navale. Il y a un certain détachement d'abord sur la matérialité des choses, qui fait que quand on est dans l'élévation, qu'on prend un peu de distance, finalement, être auprès de certaines personnes est beaucoup plus fait qu'on ne le pense dans les stratégies charismatiques. Mais surtout, encore une fois, le charisme est fait pour des temps de crise. Je crois que dans la vie, l'évolution d'une entreprise, il y a des moments où on n'a pas besoin de charismatique, ou de bons gestionnaires, voire même de bons leaders, niveau au-dessus, ce que j'appelle des Augustes. Auguste correspond à un moment de l'Empire romain, et il reste dans la mémoire des peuples. Mais c'est intéressant que César, qui est pratiquement opposé à Auguste, César le charismatique, qui fait quoi? Il fait le plus dur, César. Il fait la rupture avec la République. Il franchit le Rubicon. Il fait quelque chose d'insensé, casser la République romaine. Permet ensuite au gestionnaire, qui n'a aucune personnalité. Auguste, même avec les canons de l'époque, n'aurait jamais dû être empereur. Il est plutôt lâche, il a plutôt peur de se battre. Il manque totalement de créativité. Par contre, il sait bien s'entourer. Il sait bien structurer les règles du jeu et fait croire en plus qu'on n'a absolument rien changé au modèle et que derrière des choses nouvelles, enfin, les mots sont anciens, et ce qui lui permet un peu de cacher la nouveauté de César. Le charismatique et César, il casse la République et il applique la phrase de Freud, on grandit dans les ruptures, mais ce n'est pas un bon gestionnaire. Il les rend. Oui. Magnifique. Il y a une question que j'aime beaucoup et qui contraste un petit peu avec ton envolée et qui est intéressante, qui est quels sont les KPI, quels sont les indicateurs objectifs, mesurables du charisme, si de tels indicateurs existent? Alors, il y a des études qui ont été faites sur des équipes qui avouaient être dirigées par des charismatiques aux États-Unis. En général, le premier indicateur, c'est une capacité des équipes à se dépasser alors qu'ils n'en étaient pas convaincus à l'origine. Le dépassement de soi, y compris en période où les difficultés s'accumulent, c'est certainement un des facteurs. C'est pas très mesurable, ça. On parle d'indicateurs numériques. Est-ce que le charisme peut se mesurer, pour faire bref? J'ai eu la chance, je pense, de travailler à l'époque pour un dirigeant charismatique, Maurice Biederman. Je me retrouvais à travailler le week-end. Je me retrouvais à répondre à des demandes par téléphone à 2 heures du matin un dimanche soir. Et en plus, j'étais interrogé sur des questions commerciales. Alors, j'étais plutôt le financier, le secrétaire général, et mon homologue, d'ailleurs, commercial, était interrogé sur des questions financières. Cette capacité à être imprévisible dans le temps, à ouvrir les espaces sans les borner, c'est assez symptomatique. Et je dois dire que c'est la période de ma vie. Donc, ce que j'entends, c'est qu'un indicateur numérique, c'est le temps de travail des gens qui travaillent avec quelqu'un de charismatique. Leur temps, si on veut mesurer… Pardon? Ils ne comptent pas leurs dépenses. Ils ne comptent pas, d'accord. Donc, il n'y a pas de KPI. Quelques questions avant de terminer, puisqu'on est vraiment en fin, là. Les limites entre charisme et domination, ou écart entre… C'est une domination. Si on reprend la réflexion initiale de Max Weber, il parle de 3 dominations. Et la première, il appelle ça la domination traditionnelle. Je suis roi parce que mon père était roi. Il y a des traditions et on ne discute pas les traditions. La deuxième domination,
Et il appelle ça légal rationnel. Il y a des règles du jeu rationnelles, légales, et en fonction de lois démocratiques, de majorité, je suis élu ou pas président de la République. Et il y a la troisième domination, le troisième pouvoir. On ne sait pas pourquoi, c'est très lié à la personne, c'est un tutu personné. Ce type a ouvert la porte et avant même qu'il parle, on a adhéré. Il portait en lui, alors il y a aussi la présence dont je parle plus en charisme oratoire, par sa simple présence, il était porteur de l'élévation du ciel, la verticalité. Il avait aussi des pieds sur terre, il savait aller aussi en proximité. Comme on dit à la gueule du bonhomme, d'entrée de jeu, je l'ai acheté. Et je ne sais pas pourquoi. C'est une espèce d'attraction personnelle qui n'a rien à voir avec les traditions. D'ailleurs, souvent les charismatiques mettent en l'air les traditions et qui n'a rien de rationnel. C'est effectivement la troisième dimension. Et puis, alors, je ne sais pas si tu en es d'accord, mais il y a 3 points peut-être importants. Que faire, parce que je ne les traite pas dans d'autres webinaires, que faire concrètement à partir de demain si j'ai envie de me bâtir une stratégie charismatique? Alors, je vais faire une suggestion. Non, mais on fera un autre webinaire sur le sujet, c'est intéressant. Moi, j'ai une proposition à faire qui est simple, mais pendant que je prépare mon écran, il y a une question qui est posée qui est l'existence le fait qu'il y ait des gens qui soient charismatiques implique du même coup qu'il y a des gens qui sont non charismatiques, n'est-ce pas? Donc, comment tu définirais le non-charisme? D'abord, le non-charismatique, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de l'être. D'accord. Je pense un mot que je n'ai pas assez prononcé dans ce webinaire, c'est la volonté. Se croire un destin, se croire une puissance, se croire une nécessité de compassion avec ses alter-égaux et se croire un moment avoir à sacrifier ses intérêts personnels pour les causes qu'on défend. Déjà, les non-charismatiques, ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas l'être, c'est qu'ils n'ont pas voulu l'être. Alors, il peut y avoir aussi des antécédents, on peut nous avoir mis en tête à une certaine image de soi-même. Mais, vous savez, Démosthène, je pense à Démosthène parce qu'il n'avait pas beaucoup d'atouts personnels. Ça devient le plus grand tribun de la Grèce antique. Et d'ailleurs, pour une volonté très négative, il détestait les Macédoniens. Alors qu'il était bègue, il était voûté, il respirait mal, vraiment, il n'avait rien pour lui. Sauf une chose, la volonté. La volonté de se créer un destin. C'est une Oui. Pardon, vas-y, je termine ton… on n'est pas toujours charismatique pour l'avoir été. Donc, les gens qui pensent que ce sont des dons innés, comment ils expliquent que quelqu'un qui n'a rien changé à sa politique en moins de 12 mois se fait éliminer? Je pense à De Gaulle en 1946, je pense à Churchill en 1947, je pense à Clémenceau, qui n'est même pas élu président de la République en 1920, alors qu'il est ovationné en 1918. Donc, le charisme, s'il était aussi inné qu'on le dit, ces gens-là auraient toujours le pouvoir. Or, le charisme, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec une situation, à un moment donné, où il y a une mise en scène qui fait croire que le charismatique est l'homme de la situation parce qu'il a la puissance, l'élévation, la bienveillance et qu'il est prêt à se sacrifier. Magnifique, quelle très belle conclusion. Donc, il va me rester le plaisir de te remercier d'une part de ton temps et de ce partage, remercier les participants. Quelques pistes pour aller plus loin. François, vous pouvez vous abonner sur le site lessecretsducharisme.com et vous recevrez une citation par semaine commentée par François, ce qui élargira votre culture générale, comme vous avez pu le constater, et vous fournira une banque de citations remarquables pour vos prochaines présentations, outre le fait qu'elles ont tous un rapport avec le charisme. Et puis François anime un cycle de formation d'une très grande qualité, de 3 fois 2 jours, qui s'appelle Charisme et impact du dirigeant. Donc, je vous invite, si le sujet vous intéresse davantage, à vous y intéresser. Et puis, si vous voulez faire appel à François comme coach ou comme consultant autour d'une question de gouvernance où le charisme peut avoir sa place, n'hésitez pas à le contacter. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, n'hésitez pas aussi à visiter le site leswebinairesduleadership.com et laisser votre email pour être invité au prochain webinaire. François en animera un autre en juin sur le charisme, leadership et art oratoire. Leadership et art oratoire. Absolument. Donc voilà. Bonne soirée à tous. Le webinaire est enregistré. Vous recevrez d'ici 2 jours le lien vers l'enregistrement. En vous remerciant. Bonsoir François.